Toutes les institutions ont été envahies et la loi retraite a été adoptée. Toutes? Non. Une résiste encore et encore à l'envahisseur. Peuplée d'irréductibles juristes, la nation tout entière est suspendue à leur verdict. Alors ce Conseil constitutionnel, on en parle, mais qu'est-ce que c'est et que peut-on attendre de lui en ce qui concerne la loi retraite? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir dans notre épisode d'aujourd'hui. Avant la Constitution de 1958, il n'existe pas vraiment d'organe tel qu'on conçoit le Conseil constitutionnel actuel. On considère que la loi est l'émanation du corps de la nation, et donc par définition, cette loi est considérée comme étant parfaite. C'est un peu la logique que l'on retrouve aujourd'hui en cas de référendum. Une loi adoptée par voie référendaire ne peut en aucun cas faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. On considère que comme elle a été le choix de la nation en elle-même, elle est forcément nécessairement constitutionnelle. Le seul organe qui se rapproche un tant soit peu du Conseil constitutionnel, c'est le Comité constitutionnel créé par la Constitution de 1946, celle de la 4ème République. Toutefois, ce comité constitutionnel, il avait des capacités qui étaient largement différentes et surtout qui étaient largement amoindries. Il est défini à l'article 91 de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce comité constitutionnel comprenait 13 membres. Le président de la République, qui le présidait, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, qui est l'équivalent de notre Sénat actuel, ainsi que 7 membres élus par les membres de l'Assemblée nationale, mais pas parmi eux, et 3 membres désignés cette fois-ci par le Conseil de la République, et là aussi pas parmi eux. Sa mission était très loin de ce que le Conseil fait actuellement, puisqu'il avait la charge, et ça c'est dans la Constitution de 1946, de vérifier si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. Donc en soi, un organe cherchant à contrôler la constitutionnalité des normes, c'est une véritable novation sous la 5ème République. Avec sa création en 1958, c'est ainsi une toute nouvelle juridiction qui voit le jour et qui en porte ainsi le nombre à 3. La première juridiction, c'est la juridiction judiciaire, avec à sa tête, à son sommet, la Cour de cassation. La deuxième juridiction, c'est la juridiction administrative, avec là comme plus haute instance le Conseil d'État. Et enfin maintenant, nous avons donc une troisième juridiction, qui est la juridiction constitutionnelle, qui n'a qu'une seule juridiction, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil, il a la lourde charge de faire respecter ce que l'on appelle le principe de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que toutes les normes en dessous de la Constitution soient conformes à la Constitution. Pour rappel, la Constitution, ce n'est ni plus ni moins que la norme supérieure de notre État. Je tiens à insister sur ce point parce qu'il est fondamental. Le Conseil constitutionnel n'a pas à se poser la question du bien-fondé social, du bien-fondé politique d'une décision. Sa compétence, elle est purement juridique. Il contrôle la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Si elle est conforme, que ça plaise ou non, c'est comme ça, le reste, ça n'est pas de sa compétence. Le Conseil constitutionnel s'est imposé au fil du temps comme étant le gardien des droits et des libertés fondamentales. Cette posture, c'est une construction qui est purement prétorienne, c'est-à-dire qu'elle est issue de la pratique du droit et de ses décisions. La décision que l'on considère comme étant fondamentale, c'est une décision de 1971 que l'on appelle liberté d'association, et c'est une décision dans laquelle le Conseil constitutionnel a intégré dans ce qu'on appelle maintenant le bloc de constitutionnalité, le préambule de la Constitution. Le droit constitutionnel en tant que norme, ainsi, il est plus constitué uniquement de la Constitution. Aujourd'hui, ces normes constitutionnelles, c'est la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement, et tout ça, ça forme ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel s'est construit une jurisprudence que l'on peut vraiment qualifier de stable, et surtout c'est une jurisprudence qui reste cohérente et qui a toujours des décisions qui sont pleinement motivées, notamment quand il y a un revirement. Tout ça, ça lui permet d'asseoir sa légitimité. Ces décisions ne sont pas des décisions politiques, ce sont vraiment purement des décisions juridiques. En effet, cette notion de légitimité, elle n'est pas à prendre à la légère. Le Conseil constitutionnel, il est composé de 9 membres, 3 désignés par le président de la République, 3 par le président du Sénat et 3 par le président de l'Assemblée nationale. Ces membres procèdent donc directement de la sphère politique. Sans cette capacité à asseoir sa légitimité, on pourrait remettre en question l'ensemble de ces décisions.
C'est pour asseoir cette légitimité que les membres du Conseil constitutionnel s'efforcent de se détacher le plus possible de leur bord politique. Le contrôle qu'ils exercent se distingue en deux grandes formes, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, c'est le contrôle qui va être effectué après la promulgation de la loi, mais ça aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse, on va se concentrer sur le premier, le contrôle a priori. Un contrôle a priori, cela signifie que la loi va être examinée, on va examiner sa constitutionnalité avant sa naissance juridique. Sa naissance juridique qui n'est pas le vote à l'Assemblée nationale, mais qui en a été la promulgation. Le fait que les lois puissent être contrôlées, c'est quelque chose de vraiment très important. Cela permet de faire respecter une notion que l'on appelle la notion d'état de droit. Ce concept, on le doit à un auteur que nos étudiants en droit apprennent dès la première année, et c'est un certain Hans Kelsen qui nous dit que l'état de droit est un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. C'est pour cela que la norme inférieure doit respecter la norme supérieure. Alors, qu'attendre du Conseil constitutionnel en ce qui concerne la loi retraite ? Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a un ensemble d'hypothèses que je vais essayer de vous expliquer avec les concepts qui les entourent. Le conflit social, la désapprobation populaire, ça ne le regarde pas. Et que cette colère sociale soit légitime ou pas, ça n'est pas de son ressort, cette compétence n'est pas la sienne. Le Conseil est un juge, et la décision qu'il va prendre sera donc une décision juridique. Toutefois, je vous mets un petit point critique sur ça, qui est une vidéo de Clément Viktorovitch, que je vous mets sur une vignette quelque part par là, que je vous conseille de regarder. Les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas là depuis 1958. C'est une création d'une réforme constitutionnelle de 1996, et ces PLFSS sont maintenant inclus dans l'article 34 de notre Constitution. La temporalité a également été fixée par cette réforme, c'est l'article 47-1, dont nous avons eu un bel exemple durant cet épisode de réforme des retraites. À la suite d'une première lecture par l'Assemblée nationale, si elle ne s'est pas prononcée dans les 20 jours, alors le Sénat est saisi. Il dispose de 15 jours, à la suite de quoi c'est la mise en œuvre d'un autre article, qui est l'article 45, c'est la réunion des fameuses commissions mixtes paritaires. Puis, une fois que c'est fait, le texte peut enfin revenir à l'Assemblée nationale, et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le fameux 49.3. À ce stade de la réflexion, et même si ça fait un peu mal au fondement de le dire, eh bien, techniquement parlant, le texte de la Constitution a été respecté. Et quand bien même l'article 44 alinéa 3 a été mis en œuvre auprès du Sénat, tout cela se déroule dans une procédure qui est prévue très clairement, explicitement écrite, dans le texte constitutionnel. Cependant, il y a tout de même une part interprétative qui peut conduire à différentes formes de lecture du texte. Par exemple, si on fait une lecture littérale, stricte, de l'article 47-1 de la Constitution, eh bien les projets de loi rectificatifs ne sont pas inclus dedans. Il y a juste les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Pas la rectification. Idem pour l'article 49.3, il est prévu qu'il soit utilisé pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, mais là aussi, pas pour les projets de loi rectificatifs. Donc, techniquement parlant, si ça se trouve, le Conseil constitutionnel dira que le gouvernement a grillé sa cartouche du 49.3 qu'il peut utiliser pour n'importe quel texte, une fois par session parlementaire. Et c'est là que je dois vous faire une petite leçon sur les différentes formes d'interprétation en droit. On en distingue trois formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle l'interprétation analogique, qui est bannie dans la quasi-totalité des cas, qui en gros permet d'assimiler un cas à un autre pour tirer la décision du second. C'est typiquement ce que l'on retrouvait sous l'ancien droit avec la notion d'arbitraire du juge. Pareil, je vous renvoie vers la vidéo qui a été faite il y a un peu plus d'1 an maintenant. La deuxième forme d'interprétation, c'est l'interprétation téléologique. Cela signifie qu'on va chercher l'esprit du texte. Qu'est-ce qu'au-delà de la lettre, dans quel but la loi a été prise, dans quel but cet article a été écrit. Et enfin, troisième interprétation, c'est l'interprétation littérale, stricte, on prend du mot à mot, et on applique du mot à mot. Et c'est ici que ça devient intéressant, parce que d'un point de vue interprétation littérale et téléologique, on pourrait très bien conclure que les projets de loi de rectification de financement de la sécurité sociale ne sont pas inclus dans l'utilisation des différents articles que je vous ai cités juste avant. Si les délais sont aussi contraints dans les articles pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale, c'est parce qu'ils doivent être bouclés avant le 31 décembre. Et si les débats venaient à s'éterniser, cela pourrait faire dépasser les délais, on pourrait entamer une année fiscale sans avoir les recettes, les dépenses de prévues, et ça pourrait engendrer un certain nombre de problèmes. Or, dans un projet de loi rectificatif, on n'est pas du tout astreint à ces délais. Ils n'ont plus strictement aucune importance. Dans cette optique, le Conseil constitutionnel pourrait rendre vendredi
un avis, une décision très intéressante, puisqu'elle va pouvoir mettre au clair un certain nombre de points. Déjà, sur l'article 49.3, on pourrait considérer qu'on est sur une utilisation hors loi de finances, et donc que le gouvernement a grillé sa cartouche sur la seule utilisation qu'il peut faire en dehors de ce cadre-là. Et enfin, au motif qu'un projet de loi rectificatif n'est pas soumis aux contraintes temporelles, eh bien là, le Conseil constitutionnel pourrait assimiler ce projet rectificatif à un projet de loi classique, et donc invalider le véhicule législatif. Autre question à laquelle le Conseil constitutionnel va devoir répondre, et c'est sur l'intégration de cette loi de retraite non prévue initialement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a possibilité que le Conseil constitutionnel considère le dispositif législatif comme étant cavalier, c'est-à-dire comme ne rentrant pas dans le cadre de la loi organique normale, donc en gros comme étant hors sujet. Et rien que pour ça, il peut le censurer. Quoi qu'il en soit, nous allons être rapidement fixés maintenant, mais rappelez-vous, encore une fois, que la décision ne sera pas une décision politique, ce sera une décision qui sera purement juridique. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, il était un peu technique, mais il me semblait important de mettre au clair la nature de la décision qui va avoir lieu en fin de semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à faire savoir ce que vous pensez. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous fais des bisous.